Retour sur le plateau du Club Le Châtelier, on continue de parler politique. C'est vrai que cette séquence est très politique en ce moment et c'est tout à fait passionnant. William Tay, bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le président du think tank Le Millénaire. La une de Match, la une du Point, la une du Figaro Magazine, c'est une machine de com qui s'est mise en marche, on va le voir dans une seconde, du côté de la candidate LR à la présidentielle, en l'occurrence Valérie Pécresse. On les a les unes ou on les a pas ? On va voir. Bon, premier objectif, évidemment, voilà, les voilà. Elle est partout, Valérie Pécresse. Premier objectif, Damien Fleureau, se faire connaître peut-être, parce qu'il y a des Français qui ne sont pas encore complètement familiers avec Madame Pécresse. Oui, c'est vrai que alors, elle est déjà en responsabilité depuis quelques années maintenant, des responsabilités gouvernementales sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, ministre de la Recherche, des responsabilités locales, présidente de la région Île-de-France, réélue, députée des Yvelines. Donc Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans l'histoire de son parti, le RPR, l'UMP, les LR et puis plus récemment Libre. Mais c'est vrai que finalement, on connaît mal. On connaît peu la femme en fait, parce qu'elle est assez secrète. Et la femme, et donc du coup, eh bien, dans ses prises de parole, depuis son investiture officielle, elle parle un petit peu plus de son histoire personnelle, de sa famille également. Donc ces couvertures de magazines participent à cela. Ça fait partie, entre guillemets, d'un plan de communication de tout bon candidat, hein, je dirais. Si on n'a pas sa double page dans Match, sa couverture d'un hebdo. On a raté sa vie. On démarre peut-être avec un peu plus de difficulté un début de campagne, je dirais, même si cela ne fait pas tout, bien entendu. L'image est importante, le fond, mais on a parlé tout à l'heure d'Europe et vous l'avez cité, la tribune de Valérie Pécresse dans Le Monde sur l'Europe. Donc voilà, donc c'est un tout, un début de campagne sur les chapeaux de roue. Valérie Pécresse, elle veut surfer sur cette bonne dynamique, cette investiture. Donc sur le terrain, on l'a vu avec de nombreux déplacements, dans les médias, avec une offensive de communication. Elle veut capitaliser sur effectivement de bons sondages. On peut regarder le dernier en date, c'est BVA pour RTL, où on voit qu'effectivement Madame Pécresse est au deuxième tour. Voilà, bon, c'est la marge d'erreur. Entre 16 et 17, il peut se passer pas mal de choses. Vous diriez quoi, William Tay, qu'elle s'installe ou que c'est encore l'effet primaire d'il y a une semaine ? Alors, le premier point, c'est que tous les candidats qui sont investis par une primaire ont toujours un boost de notoriété, d'intention de vote. On l'a vu avec François Fillon en 2016 ou Benoît Hamon en janvier 2017. La question, c'est de savoir quels sont les ressorts en fait, de la montée de Valérie Pécresse. Premièrement, elle prend une partie de sa montée sur les électeurs d'Emmanuel Macron. La deuxième partie de sa montée, c'est sur les électeurs de Fillon qui étaient tentés par un vote, soit Éric Zemmour, soit Marine Le Pen. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'abstention différenciée. Ça ne veut pas dire qu'en fait, Valérie Pécresse, en janvier ou en février, elle sera entre 17 et 20%, mais qu'en fait, les électeurs de Fillon participent davantage au vote et s'il se crée un écart. Et c'est pour ça qu'on a une baisse notamment des intentions de vote en faveur des candidats de gauche. Ce n'est pas les candidats de gauche qui votent pour Valérie Pécresse, c'est qu'en fait, les électeurs de François Fillon votent davantage. Alors maintenant, en termes de perspective, en fait, ce qu'elle essaye de faire avec son directeur de campagne, Patrick Stéphanie, qui était celui de François Fillon en 2016, c'est qu'elle fait exactement le contraire de François Fillon après sa victoire à la primaire. Premièrement, elle essaie de parler à tous les candidats qui sont défaits. Donc elle est partie voir Xavier Bertrand aujourd'hui, Michel Barnier et dernièrement Éric Ciotti en début de semaine. En fait, donc du coup, elle essaie de rassembler tout son corps derrière elle. Deuxième point, c'est qu'elle essaie d'entretenir sa dynamique parce qu'elle peut encore davantage monter. Quand on regarde les sondages sur Valérie Pécresse, sur sa personne, on voit qu'il y a une grande partie des Français qui ne la connaissent pas encore. C'est entre 25 et 33% des Français qui ne connaissent pas, qui n'expriment pas d'opinion positive ou négative sur Valérie Pécresse. Donc elle a encore une marge de progression assez importante. Et enfin, troisième point, c'est qu'elle va essayer d'élargir son électorat, je pense, en prenant différentes thématiques. Elle en a pris une sur la question européenne pour essayer d'élargir son socle électoral et aller au-delà du socle des 20% de François Fillon. Mais d'ailleurs, sur l'Europe, vous disiez effectivement sa tribune dans Le Monde hier. On sait qu'on l'évoquait tout à l'heure avant que vous arriviez, mais qu'elle a préparé un contre-projet européen au cas où elle prendrait la présidence de l'Union d'ailleurs. Mais c'est vrai que Valérie Pécresse essaye de capitaliser. Ce que disait William Tay, c'était effectivement intéressant. Elle a fait un tour de France un peu cette semaine. Elle est allée voir tout le monde. Ce matin, elle est allée voir Xavier Bertrand. On a promis qu'on travaillerait main dans la main. Il va falloir aussi parler à toutes les nuances de droite finalement. Oui, mais c'est exactement ça le sujet et je ne crois pas que la primaire ait répondu de manière aussi certaine que beaucoup le disent sur la ligne politique du parti Les Républicains. Vous mentionniez les rassemblements derrière Valérie Pécresse. Éric Ciotti, dès le lendemain des résultats, a affirmé qu'il voulait peser, que sa ligne était importante. Et moi, je crois, en l'occurrence, que Valérie Pécresse, elle essaye de faire une synthèse, mais de manière générale, son logiciel, il tend plutôt vers la droite extrême. En l'occurrence, sur la question de l'Union européenne, je mets de côté le fait qu'elle a déclaré que si elle avait été
été présidente de la République, elle aurait renoncé à la présidence. Je crois que même qu'elle a dit que Emmanuel Macron, prenant la présidence de l'Union européenne, ça desservait la cause et qu'il faudrait qu'il ne le fasse pas. Bon, ça évidemment, c'est une attaque qui me semble assez peu appropriée, mais en l'occurrence, sur tout un certain nombre de sujets, quand elle dit des quotas migratoires, en l'occurrence, elle ne peut pas mettre des quotas sur ce qu'on appelle les migrations de droit, c'est-à-dire la demande d'asile ou le regroupement familial. Donc là-dessus, elle essaye de rassembler un électorat. Je crois qu'en effet, à chaque fois qu'il y a une primaire, il y a un effet de souffle. Ce dont on peut se satisfaire, c'est que maintenant, il y a une candidate et que le débat va pouvoir avoir lieu. Elle est dans son rôle. Moi, je crois que sur la question de la ligne politique, elle n'est pas aussi claire que cela. Et Éric Ciotti, à mon avis, ne se laissera pas faire. Et la droitisation de la campagne de Valérie Pécresse, à mon avis, est soit indéniable, soit en tout cas pas encore exclue. Et donc, je crois que mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, on peut peut-être écouter d'ailleurs ce qui s'est passé ce matin avec Xavier Bertrand, puisqu'évidemment, ils ont ce qu'on appelle un micro tendu, parler aux caméras, il faut bien que ça serve à quelque chose. Écoutons ce qu'ils ont dit, et puis ensuite, j'ai 2-3 questions pour vous encore. Écoutez, nous avons parlé de cette campagne qui démarre bien, parce que je crois qu'un nouvel espoir s'est levé, un espoir d'alternance. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est battable, et nous en avons tous les deux la conviction. Et avec Xavier, on va faire cette campagne la main dans la main, parce que j'ai besoin de lui, il le sait. Je vais m'engager à fond dans cette campagne, parce que ce que je disais avant le Congrès est toujours valable. Je suis comme une très large majorité de Français. Je suis convaincu que la seule qui peut l'emporter face à Emmanuel Macron, elle est ici. C'est Valérie Pécresse et personne d'autre. Donc celles et ceux qui veulent tourner la page de ce quinquennat de difficultés, de ce quinquennat d'inquiétude, c'est le vote pour Valérie Pécresse. C'est le seul vote. Il est battable, Emmanuel Macron. Je vais vous laisser répondre à cela. C'est curieux, parce que quand tout à l'heure, Jade nous disait elle est plus proche de la droite que du reste. Et puis alors, les adversaires dire de toute façon, elle est Macron compatible, Valérie Pécresse. Donc en fait, on a du mal à la positionner. Peut-être parce qu'elle a eu des positions très différentes au cours des dernières années. Mais pour répondre, évidemment que oui, Emmanuel Macron peut perdre cette élection présidentielle. C'est le choix des Français et ils le feront en toute souveraineté. Mais ça me fait sourire de voir Xavier Bertrand dire que Valérie Pécresse est la seule qui peut battre Emmanuel Macron, parce qu'il disait il y a à peu près 2 semaines qu'il était le seul en mesure de battre Emmanuel Macron et que s'il ne gagnait pas le Congrès, alors Emmanuel Macron serait réélu. On voit que les paroles de campagne se sont envolées. Ça, c'est pour le petit clin d'œil. Le problème de Valérie Pécresse aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'elle est écartelée en réalité entre 2 réalités. La réalité, c'est que sur tout ce qui est promesses fiscales, économiques, sur toutes les mesures que Emmanuel Macron a mises en œuvre depuis le début de ce quinquennat, il a fait ce que la droite avait promis de faire la dernière fois qu'elle était au pouvoir et qu'elle n'a pas fait. Et sur la question sécuritaire et sur l'immigration, elle ne sera jamais mieux disante que l'extrême droite. Et donc ça l'oblige à faire des allers-retours incessants. On parlait de l'Europe, elle a dit il y a 3 semaines qu'elle était contre. Elle fait du en même temps. Mais c'est pas du en même temps de droite. C'est de l'incohérence fondamentale. Quand vous dites que vous êtes contre la primauté du droit européen et qu'en même temps vous faites une tribune pro-européenne 2 semaines après, c'est que vous essayez de parler à des personnes qui en réalité ne pensent pas la même chose. Et quand vous avez, après avoir gagné cette primaire, l'obligation d'aller voir Éric Ciotti et de dire qu'il est le Charles Pasqua de Valérie Pécresse, eh bien ça montre qu'il y a une forme d'attache, d'obligation à traiter des courants, alors ça, c'est intéressant, des courants à l'intérieur de son propre parti. Et moi, vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle François Hollande en 2012, qui après avoir gagné la primaire et la présidentielle a proposé un gouvernement qui était le reflet d'une motion du Parti socialiste. Je pense que les Français ne veulent plus de ça. Nicolas Sarkozy avait fait des gouvernements d'ouverture. Ils ne veulent pas, oui, mais là en l'occurrence, Nicolas Sarkozy avait un peu plus d'autorité sur la droite républicaine qu'en a eu Valérie Pécresse, puisque je pense qu'il n'aurait pas supporté une forme de division imminente de sa candidature immédiate après sa désignation, comme ça a été le cas avec Éric Ciotti. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai pas envie de voir la droite républicaine revenir au pouvoir et composer un gouvernement qui soit un gouvernement d'équilibre entre des motions des Républicains qui, aujourd'hui, en réalité, n'ont plus de ligne politique cohérente, puisqu'ils sont écartelés entre des gens qui sont pro-européens et centristes et qui, donc, rejoindront à terme le président de la République, et des gens qui, comme Éric Ciotti, en fait, sont en capacité de voter pour Éric Zemmour. Alors, on va s'interrompre maintenant, mais on va continuer sur Valérie Pécresse dans une seconde, parce que j'ai d'autres questions. Je voudrais vous dire juste qu'on surveille Nicolas Sarkozy qui doit aller faire une signature. Alors, évidemment, tout le monde attend de savoir s'il va donner son soutien à Valérie Pécresse ou pas, tout ça. Donc on est sur le dossier, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'info. Et puis je voulais vous poser aussi une question, Damien, sur ce qui se dit en ce moment là, quand on va voir tous les perdants. Est-ce qu'on négocie Matignon, l'intérieur, etc. C'est intéressant aussi de connaître un peu les coulisses de tout cela. Donc on s'en parle dans une seconde. On parlera de la gauche aussi. Mon Dieu que c'est difficile. On vous montrera, pour ce qui concerne la gauche, on reparlera d'Anne Hidalgo évidemment, puis on vous montrera un document qui nous a fait un peu sourire, mais un peu sourire jaune peut-être aussi, qui concerne Arnaud Montebourg. Vous verrez ça dans une seconde. À tout de suite. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise.
Retrouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Pour que ma vision devienne réalité, je dois en évaluer toutes les perspectives et voir chaque détail avec précision. Mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette, de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. Découvrez les verres Varilux Transition chez les opticiens partenaires d'Essilor. Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 503+1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors pourquoi pas vous? Profitez des essais 48 heures en concession pour à votre tour inspirer le changement. Vous souffrez de troubles de la lecture? Découvrez la technologie primée Orcam Read. Il suffit de pointer et d'appuyer sur le bouton. Orcam Read convertit ensuite le texte en audio. La base de ces tourelles sombres se confond. Bénéficiez d'une offre spéciale dès maintenant sur le site orcam.com ou par téléphone au 0800 903 921. Une pile Energizer Ultimate Lithium dure plus longtemps qu'une autre. Pourquoi? Question de puissance. La science l'a prouvé, personne ne peut rivaliser. Avec Amplifon, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gêné par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi Amplifon propose les amplis énergie de dernière génération. Des aides auditives avec les processeurs les plus avancés. Ils captent les conversations dans le moindre détail et réduisent les bruits de fond parasites. Résultat, un son équilibré. Essayez Ampli Énergie gratuitement pendant 30 jours. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de nos offres exclusives. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, dispositif médical. Celebrate the holidays with Sea. Giorgio Armani. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Faire son shopping en ligne sans NordVPN pourrait signifier partager sa carte bancaire avec tout le monde. Achetez en ligne en toute sécurité. Protégez vos données bancaires en profitant de l'offre spéciale NordVPN. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Mais oh, pas Versailles ici. Hop, 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 hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une énergie moins chère même quand les prix augmentent et des services pour réduire votre consommation. Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense par Azzaro. Je suis le Sud-Ouest. Je suis la Terre. Un savoir-faire. Je suis les retrouvailles. La gourmandise. Je suis les moments forts. Maison Montfort. Et vous aujourd'hui, vous vendez quoi sur le Bon Coin? Peut-être le berceau de votre fils qui a maintenant 3 ans? Facile, vous mettez un titre, vous fixez le prix, vous proposez la livraison et voilà. Téléchargez l'appli Le Bon Coin. Oh oh. Présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile Orange. Et vous, quand est-ce que vous passez chez? Et vous, quand est-ce que vous passez chez? Et vous, quand est-ce que vous passez chez? Quand est-ce que vous passez chez? Sache!
Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Construisez votre figurine DC Comics et amusez-vous avec vos super-héros préférés en ce moment dans le Happy Meal. Maman, vous êtes déjà rentrée? C'était super Noël chez vous. Mamie! C'est passé trop vite Noël, mamie. Mais qui vous a dit que c'était fini? Vous voyez, on est encore ensemble. Hey, coucou. Alors, toujours avec les petits monstres? Tu veux les voir, les petits monstres? Noël dure encore plus longtemps avec Portal. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Retour sur le plateau du Club Le Châtelier. On va continuer notre discussion politique, finir sur Valérie Pécresse, entamer sur la gauche avec des choses. Anne Hidalgo aimerait bien qu'il se passe des choses. Manifestement, ses amis socialistes notamment n'en ont pas tellement l'intention. Et puis on fera un point aussi sur les intempéries parce que ça bouge pas mal dans le sud-ouest et puis également dans les massifs alpins et pyrénéens. On va commencer avec vous Thierry pour les essentiels. Avec justement la situation dans les départements des Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont classés en vigilance rouge pour des risques de crue. Plusieurs rivières comme la Nive, à Bayonne ou les Gaves réunies sont sorties de leur lit. Attention également au risque d'avalanche dans les Pyrénées et les Alpes en raison de fortes chutes de neige. Le ministre de la Santé Olivier Véran fixe l'objectif de vacciner 20 millions de Français avec une dose de rappel d'ici Noël. Il dit que 710 000 personnes ont reçu hier une troisième dose qui porte à 12,5 millions le nombre de personnes qui ont reçu cette dose de rappel. C'est une victoire pour Pékin. Le Nicaragua annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan et la reconnaissance d'une seule Chine. Cela réduit à 14 le nombre de pays qui reconnaissent désormais Taïwan. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, la ministre plutôt, a exprimé sa douleur et ses regrets. Et puis regardez ces sculptures à l'effigie de George Floyd, elles vont être vendues aux enchères à New York. La statue dorée que vous voyez à droite qui représente le visage de cet Afro-Américain de 46 ans mort à Minneapolis par asphyxie lors de son interpellation a été vandalisée alors qu'elle était exposée à Union Square. Elle a été nettoyée puis vendue entre 90 000 et 140 000 $ selon les estimations. C'est une vente aux enchères à des fins caritatives, précisons-le. Et puis vous ne manquerez pas tout à l'heure, dans plus d'une demi-heure maintenant, le club anti-complot avec Thomas Huchon, avec un thème « Vie ma vie » de pirate informatique. Avec un hacker qui sera avec nous, qui a surveillé les réseaux zémouristes notamment et qui va nous expliquer comment il a fait et comment d'ailleurs ces réseaux fonctionnent. C'est très intéressant. À tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry. Continuons sur la droite parce qu'il y en a un qu'on surveille, je vous le disais tout à l'heure, c'est Nicolas Sarkozy. Évidemment, on savait qu'entre les deux tours de ce congrès, il ne s'exprimerait pas. Et il est en signature, vous le voyez ici du côté de Vendôme. Alors bien entendu, on se demande, Mathieu Desmoulins, s'il a dit quelque chose au sujet de Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy. Pas un mot, pas un seul commentaire pour l'ancien président de la République qui est quand même
un retraité très actif. Il est en ce moment à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, pour une séance de dédicace et puis aussi pour rendre visite à l'un de ses anciens ministres, Maurice Leroy, ancien député, ancien ministre de la Ville sous Nicolas Sarkozy. Il doit lui remettre la Légion d'honneur dans un petit peu plus d'une heure dans sa ville de Vendôme. Nicolas Sarkozy qui enchaîne en ce moment les remises de décoration. On se rappelle que ces derniers mois, il a pu rendre visite à Natacha Bouchard, maire de Calais, ou encore à son ancienne ministre aussi à la Santé, Nora Béra, à la questure à l'Assemblée nationale. C'était il y a quelques semaines. Nicolas Sarkozy, donc, aux petits soins pour ses anciens ministres, mais pas un mot en public, en revanche, pour celle qui a occupé les fonctions de ministre du budget dans ses gouvernements. Valérie Pécresse, qui vient de remporter le Congrès, n'a pas eu publiquement de mots de sympathie de la part de Nicolas Sarkozy. Tout juste l'a-t-il appelé quelques minutes seulement après sa désignation, mais il l'avait promis il y a quelques semaines lors d'autres séances de dédicace. Il prendra sa part au débat et à l'élection présidentielle lorsqu'il estimera que le temps sera venu. Ah, quand le temps sera venu. Mathieu Desmoulins avec Marion Laradet, merci beaucoup. On voit qu'il est... Ah bah regardez, il s'adresse à notre caméra. Je ne sais pas s'il est agacé ou pas, Nicolas Sarkozy, là, mais il est en train de parler. On va surveiller ça. Il se moque de nous ou pas? On écoute un peu, attendez. On peut monter le son ou pas? Non, c'était pas... Mathieu nous racontera peut-être ça. C'est simplement pour bien comprendre, Damien Fleureau. Il devrait apporter son soutien public à Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy, ou pas? Depuis maintenant quelques mois, voire même depuis qu'il a quitté l'Élysée, Nicolas Sarkozy ne cesse de dire qu'il a pris du champ avec la politique. Alors il s'est parfois rapproché, investi, et ces derniers temps, il semblait effectivement avoir une proximité plus grande avec son ancienne famille politique des Républicains. Donc c'est pour cette raison que on observe les sorties, les mots, les gestes de l'ancien président à l'égard de personnalités qu'il a côtoyées dans son gouvernement. Mathieu le rappelait, Valérie Pécresse, ils se connaissent parfaitement. Sauf qu'on connaît aussi la proximité de l'ancien président avec l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron. Ils échangent, ils se voient régulièrement. Donc, ce sera intéressant de voir à quel moment Nicolas Sarkozy apporte ou pas son soutien. Est-ce que c'est là un échange téléphonique, je dirais dans le huis clos, c'était dans le huis clos de la voiture qui conduisait Valérie Pécresse du siège de l'UMP vers son QG de campagne tout de suite après son investiture. Est-ce que Nicolas Sarkozy attend par exemple que la situation se dégage en termes de sondage? Est-ce que s'il y a un risque, par exemple, selon lui, que le Rassemblement national, qu'Éric Zemmour soit présent au second tour, eh bien il prendrait à ce moment-là la parole? Ce sont ces éléments-là qu'il va falloir surveiller. Alors Thierry Sausset est avec nous, bonjour à vous. Vous connaissez bien Nicolas Sarkozy pour avoir été son conseiller. Vous êtes désormais spécialiste en communication politique. Thierry Sausset, est-ce que Nicolas Sarkozy, je suppose que vous l'avez eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, il est content que ce soit Valérie Pécresse ou pas? Écoutez, je pense simplement il ne prendra pas de position sur l'élection présidentielle maintenant, à ma connaissance. Il ne le fera évidemment pas au détour d'une signature et il le fera, je pense, plus tard dans une version qui sera évidemment beaucoup plus officielle. C'est ce que vous lui avez conseillé? Non, pas du tout. Vous savez, il n'a pas du tout besoin d'être conseillé pour faire ça. Alors, puisqu'on parle de conseil... Vous savez, Edgar Faure disait un jour, je ne sais pas si c'est Thierry Sausset qui me conseille ou si c'est moi qui le conseille, mais en tout cas, on s'entend très bien. Vous voyez, je peux dire la même chose avec Nicolas Sarkozy. Alors, on peut parler de communication politique aussi. Tout à l'heure, on évoquait toutes ces unes de presse. Valérie Pécresse qui est à la une du Point, à la une du Figmag, à la une de Match. Tout à l'heure, Damien Fleureau, en souriant, disait si tu es candidat à la présidentielle et que tu n'as pas fait ta double page dans Match, c'était quasi ce que vous avez dit, tu as raté ta vie. C'est important d'occuper l'espace médiatique, c'est ça le secret, au moins au début? Écoutez, oui, je crois, parce que, ne nous y trompons pas, examinons les sondages avec une très grande prudence. Vous savez, c'est une photo d'un instant et que les médias ont tendance à exploiter sans distance. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit d'abord qu'il y a eu dynamique à la suite de son élection, c'est évident. Deuxièmement, qu'elle progresse dans l'opinion. Troisièmement, qu'elle a évidemment une faiblesse qu'il faudra prendre en compte, c'est que le taux de certitude de son électorat est encore très faible. Et donc, ce bon score est un essai à transformer. Et face à ça, elle a à la fois un risque,
c'est la discorde dans sa propre famille. Et donc, il faut que M. Ciotti et tout le monde soient derrière elle, forts, jusqu'au bout et sans réserve. Et elle a, je crois, deux forces. La première, c'est que ceux qui la trouvaient bourge ont vu qu'elle était cash, et ceux qui la trouvaient frêle ont vu qu'elle était forte. Et elle a être bourge et cash, ceci dit. Non, quand je dis cash, je veux dire direct, et pas du tout bourge. Et pas du tout emprunté. Et elle a une force probablement encore plus grande, c'est que je pense qu'il y a effectivement chez les Français l'idée qu'un deuxième tour Macron, Le Pen ou Zemmour, c'est-à-dire avec l'extrême droite, n'est pas très productif et probablement pas très bon pour l'image de la France, et qu'un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse aurait incontestablement plus de sens entre des gens qui ont l'expérience de l'État, qui ont la stature, et donc elle a cette faiblesse à éviter et ces forces-là à exploiter. Alors juste une question, parce que pendant que vous parliez, on a diffusé une enquête qui est intéressante. C'est pas un sondage d'opinion, hein. On n'est pas du tout dans le sondage, on est sur la cote de popularité. L'image positive chez des sympathisants de droite qu'on a interrogés. Mais figurez-vous que Valérie Pécresse, elle a détrôné Nicolas Sarkozy, qui pourtant squattait la tête du classement depuis bien longtemps. Oui, mais ça, vous savez, d'abord, tant mieux pour elle. Il y a incontestablement un effet boost. C'est pour ça que je disais qu'il y a une dynamique qui est incontestable. Il y a un effet de mode qui existe. D'ailleurs, tant mieux pour elle. Ça n'empêche pas que cet effet, compte tenu de ce que je disais sur le peu de certitude, en tout cas en dessous de 50%, des gens qui se déclarent pour elle pourraient aller jusqu'au bout, doit être transformé. Elle le sait d'ailleurs, parce que c'est une femme qui connaît bien la vie politique, qui n'est pas en train de s'emballer comme certains le font, et qui sait la faiblesse potentielle, qui sait le chemin à parcourir, et qui sait même, je crois, les forces qu'elle peut exploiter. Bon, merci beaucoup Thierry Sausset. Vous donnez-nous une petite info quand même. Quand est-ce que Nicolas Sarkozy va s'exprimer au sujet de Valérie Pécresse? Juste la petite info. Ah, écoutez, franchement, premièrement, je ne le sais pas. Deuxièmement, si je le savais, je ne vous le dirais pas. Si je devais faire une prévision, je dirais que ce sera plutôt juste avant ou pendant l'entrée en campagne définitive de tous les candidats. D'accord, donc quand Emmanuel Macron se déclarera. Y compris le président de la République. Et puis voir qui sera le candidat de la gauche, ça va peut-être bouger, mais ça, on va en parler dans une seconde. Mille merci Thierry Sausset d'avoir été avec nous. Ambroise Méjean, une question. Emmanuel Macron, il n'aurait pas loupé un peu le coche pour casser définitivement la droite comme il l'a fait avec la gauche, il paraît. Enfin, on a dit beaucoup, hein, d'ailleurs, c'est pas il paraît, mais qu'on lui avait suggéré de demander, proposer Matignon à Valérie Pécresse, à plusieurs reprises, en lui disant « méfie-toi d'elle quand même », etc. Et qu'il aurait dit, là c'est Nathalie Chuc qui le révèle, il aurait dit au printemps 2020, donc au début de la crise Covid, « j'ai pas confiance, elle n'a pas le niveau ». Alors je ne sais pas il fallait casser la droite en décrochant Valérie Pécresse. Ce que je sais, c'est que le président de la République, en 2017, il a été élu sur cette promesse de dépassement, la capacité à faire travailler des personnes de centre droit et des centres gauche ensemble. Et nous avons au gouvernement des personnes qui viennent de la droite républicaine qui sont extrêmement talentueuses. Bruno Le Maire est un ministre de l'économie dont l'action a été reconnue pendant cette crise économique et qui a, je pense, la confiance des Français. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur dont le volontarisme sur la question de la sécurité est aussi reconnu par les Français. Et donc, je pense que les électeurs de droite républicaine, et notamment ceux qui viennent du centre droit, aujourd'hui votent déjà en partie pour Emmanuel Macron. Quand vous regardez les sondages, 20% de ceux qui ont voté pour François Fillon la dernière fois votent pour Emmanuel Macron. Et ça n'empêche pas le président de la République de continuer à parler à l'électorat de gauche. Et cet équilibre-là qui existe chez nous et qui existe dans notre famille politique, je pense qu'il est absolument essentiel de le conserver. Et donc, je ne pense pas qu'il faille faire du débauchage individuel pour réussir à démontrer que la droite, aujourd'hui, n'est pas en capacité de gagner l'élection présidentielle. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme d'incohérence dans la ligne politique que Valérie Pécresse essaye de porter. Elle est obligée de faire des zigzags permanents entre son centre droit et l'extrême droite, et ça l'oblige à des incohérences et ça l'oblige à des changements de ligne. Je vous rappelle qu'elle a quitté les Républicains en 2018 pour un désaccord avec, ou en 2019 pour un désaccord avec Laurent Wauquiez, qu'elle est revenue aux Républicains et qu'aujourd'hui elle traite avec Éric Ciotti qui dit qu'il pourra voter pour Éric Zemmour en cas de second tour avec le président de la République. Cette incohérence-là, je pense que les Français la voient, et notamment les électeurs de centre droit. J'en viens donc à la question que je voulais vous poser tout à l'heure, Damien Fleureau, puisqu'elle est allée donc toute la semaine, elle est allée chez Xavier Bertrand, elle a vu Michel Barnier, enfin elle les a tous vus. Elle a commencé la semaine d'ailleurs par Éric Ciotti. Est-ce qu'il y a des choses qui se négocient à ce moment-là? Je veux dire pour des futurs postes par exemple?
exemple. Tu seras mon Premier ministre, tu seras mon ministre de l'Intérieur. Oui, peut-être qu'effectivement, Éric Ciotti a décroché son poste de ministre de l'Intérieur. Mais ça paraît difficile de promettre à ce point-là une fonction. Elle va s'appuyer sur ses personnalités dans le cadre de sa campagne. Et puis, justement, au fur et à mesure de cette campagne, elle verra aussi de quelle façon les uns et les autres s'investissent, portent des sujets. Ils ont des affinités, on peut l'imaginer. Michel Barnier plutôt sur la politique étrangère, Oui, Philippe Juvin sur les questions de santé sanitaire, ça c'est certain, Xavier Bertrand, une expérience notamment sur les sujets sociaux, mais elle verra aussi à l'épreuve de la campagne sur qui elle peut véritablement compter et s'appuyer dans le cadre de la constitution d'un gouvernement. Nicolas Sarkozy avait eu François Fillon à ses côtés dès le début de sa campagne. Il l'avait affiché comme un Premier ministre. Oui, c'est ça. Et c'était clair pour tout le monde. Ça n'a pas été le cas, même si pour François Hollande, on avait compris que Jean-Marc Ayrault était celui qui allait être choisi. Elle est beaucoup plus Emmanuel prudente, Macron, en fait. Ouais. Donc là, il y a plus de possibilités pour elle. Alors, on suivra tout ça. Et puis donc, d'après ce que nous dit Thierry Sausset, tant que le chef de l'État n'est pas candidat officiel, il ne dira rien, Nicolas Sarkozy. Donc, bon, on peut croire... On va surveiller quand même. On continuera quand même à suivre. Que Mathieu Desmoulins reste notamment, oui, c'est ça, que, Mathieu. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais en tout cas, effectivement, vous, Marion Laradé, à l'image, restez là où vous êtes avec le micro. Je salue Benjamin Lucas qui vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes porte-parole de Yannick Jadot. On va parler de la gauche. Parce qu'effectivement, du côté du PS, c'est quasi panique à bord. On parlera d'Anne Hidalgo dans une seconde. D'abord, je voudrais que vous regardiez ce document. C'est Arnaud Montebourg qui est quasi prêt à la primaire citoyenne, il l'a dit, mais à condition de ne pas être tout seul face à Madame Hidalgo. Regardez. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va. Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Veux-tu me rappeler? Amitié. Benjamin Lucas, ça vous inspire quoi? Vous, l'ancien socialiste, devenu Europe Écologie Les Verts? Non, moi je commente pas les campagnes et la communication des uns et des autres. Arnaud Montebourg a sa personnalité, sa façon de communiquer assez originale, on le voit. C'est sa liberté. C'est tout? Parce que quand même, il appelle Yannick Jadot, il veut un rassemblement des gauches, il veut... Le sujet au fond, le sujet qui est posé, c'est, moi, je le ressens comme des milliers de nos concitoyens. Ça m'empêche de dormir, j'ai la trouille au ventre de voir le péril fasciste incarné par M. Zemmour, l'extrême droite de Mme Le Pen, la droite dure de Mme Pécresse, la brutalité du macronisme. J'ai pas envie de ça pour le pays après 2022. Et donc, pour déjouer ce scénario-là, pour que la gauche et les écologistes l'emportent, il faut deux choses. Il faut le rassemblement, ça c'était effectivement un préalable, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Yannick Jadot a proposé en mars dernier, a réuni autour de la table en mars dernier tous les dirigeants de la gauche et de l'écologie pour parler projet, parce que c'est ça le sujet. Et donc du coup, il faut ça, mais il faut aussi, surtout, quand on voit ce qu'est la faiblesse de la gauche, même si vous additionnez aujourd'hui les candidats de gauche, il faut un projet d'espoir qui aille parler aux Françaises et aux Français et qui réponde aux urgences de leur quotidien et qui relève les grands défis de l'avenir. Et moi, je crois, si vous permettez d'un mot, mais je crois que c'est l'écologie politique qui l'incarne parce que c'est à la fois celle qui continue ce que sont les combats historiques de la gauche pour l'égalité, la justice sociale, la démocratie, mais qui aussi répond à ce qu'est l'urgence, le péril climatique qui est le plus grand défi auquel a été confrontée l'humanité. Vous avez deux problématiques. Une que soulevait tout à l'heure Ambroise sur le fait, on parlait de Valérie Pécresse, il disait c'est toutes les nuances de droite, elle va à droite, à gauche, au milieu, etc. C'est pas possible. Là, entre Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Madame Hidalgo, on peut pas dire ça ne doit pas être tout à fait simple de bâtir un projet commun. Et puis l'autre problématique que vous avez, c'est que chacune de ces personnalités de gauche est d'accord pour le rassemblement, mais derrière moi. C'est pour ça qu'il faut de la cohérence d'un projet. Et moi, quand je dis... Mais vous croyez vraiment que c'est possible? Bien sûr, la famille écologiste est inclusive. Vous savez, c'est un grand débat, l'inclusivité. La famille écologiste est inclusive. Il y a aujourd'hui, autour d'Yannick Jadot, des gens qui viennent du communisme. C'est le mouvement des progressistes, le MDP. Il y a des gens qui, comme moi, viennent du socialisme et qui ont fait le constat à un moment donné que l'écologie politique continuait ce qu'étaient les combats historiques de la gauche, mais qu'à l'heure du péril climatique, il fallait une ambition climatique, environnementale très forte et il fallait changer de modèle. Vous avez des gens aussi qui, ça arrive, ont été déçus du macronisme parce qu'ils ont vu que la promesse du nouveau monde se heurtait à une inaction climatique, à une brutalité sociale et qui font le choix de l'écologie politique et d'Yannick Jadot aujourd'hui. Donc il y a déjà une dynamique qui peut se construire autour de l'écologie. Moi je crois que l'écologie peut rassembler la gauche et au-delà tous les humanistes et tous les progressistes. Alors Jade.
Mais moi, j'ai beaucoup de sympathie pour vous et vous représentez Yannick Jadot. Donc vous allez dire que vous pensez qu'Yannick Jadot peut rassembler, mais nous avons en France la gauche. Mais je le pensais avant qu'Yannick Jadot soit désigné candidat. Juste pour vous dire, la primaire des écologistes, c'est une primaire qui incarnait dans les débats qu'elle a eus ce que sont les sensibilités, les nuances de la gauche. Quand vous avez autour de la table Delphine Batho, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, vous avez les sensibilités qui aujourd'hui existent dans la gauche. Elles ont réussi non seulement à débattre de façon très convenable et à se rassembler derrière. C'est ça aussi qui s'est passé dans la primaire des écologistes. Quand vous êtes un électeur de gauche et que vous regardez aujourd'hui les tendances dans le pays, les électeurs de gauche sont orphelins de cette gauche héritière de Mitterrand qui est, pardon, mais depuis 10 ans, la gauche la plus bête du monde. Vous avez, comme le disait Bénédicte, c'est un trait d'humour, mais aujourd'hui, tous les candidats de gauche appellent au rassemblement derrière leur propre personne. Et donc, en effet, on a du mal à comprendre que des candidats n'arrivent pas à se parler. Et le petit visuel d'Arnaud Montebourg, là, qui appelle, enfin, c'est la triste symbolique de cette gauche Arnaud Montebourg qui appelle et qui tombe sur la messagerie. C'est vrai que c'est rigolo quand on le voit, mais c'est la triste métaphore de cette gauche qui n'arrive pas à se parler. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, il a raison. C'est une bonne question. C'est ça le problème, en fait. Je vais d'abord vous répondre à la première question que vous soulevez, qui est, vous dites, finalement, tout le monde voudrait l'unité, mais derrière lui. Bah non. Qui, il y a 5 ans, alors qu'il avait gagné une primaire, qu'il avait ses 500 parrainages pour être candidat à l'élection présidentielle, qu'il avait été investi par son parti, a renoncé avec son parti à la candidature à l'élection présidentielle. Yannick Jadot. Vous en connaissez beaucoup des candidats qui ont fait ça? Mais ça veut dire qu'il serait capable de le faire encore cette fois-ci? Il serait capable de le faire? La situation n'est pas la même. Par exemple, Madame Taubira disait, bon, ok, j'y vais, mais tout le monde derrière moi. Nous croyons aujourd'hui, moi, ma conviction, pourquoi moi qui viens de la famille socialiste, j'ai rejoint l'écologie politique et aujourd'hui je suis le porte-parole de Yannick Jadot. C'est parce que je crois, moi j'ai 30 ans, je veux avoir des enfants qui grandissent dans une planète respirable. Pardon, mais c'est ça l'enjeu de cette élection. Il y a l'affaire du siècle. Le plus grand défi auquel a été confrontée l'humanité dans son histoire, c'est le défi climatique. Donc moi je crois qu'il faut qu'un écologiste, pour la première fois dans notre histoire, occupe la présidence de la République. Et si on peut se retrouver sur la question écologique et la question sociale, alors il y a une candidature qui l'incarne, c'est celle de Yannick Jadot. Et moi je crois, je le disais, que l'écologie, elle est capable de rassembler largement et de gagner face à Emmanuel Macron. En tout cas, face à Jean-Luc Mélenchon, ça semble pas tellement gagné. Ça, a priori, on sait que mais que M. Mélenchon, il lâchera pas là-dessus. Je voudrais votre analyse à vous, qui êtes effectivement un peu plus hors sol par rapport à ce qui se passe à gauche. Non, mais enfin, je veux dire, vous voyez ça avec plus de détachement, forcément. Bon, si vous permettez, moi, je trouve que la première chose, c'est quand même cette campagne de communication d'Arnaud Montebourg qui appelle tout le monde, mais qui ne parvient pas à avoir de réponse. J'ai la sensation, que la seule chose qui décroche, en l'occurrence, ce sont les électeurs de gauche dans cette campagne présidentielle. Mais après avoir dit ça, je trouve que ce qui est marquant à gauche, c'est qu'il y a au fond une incompatibilité profonde entre les différents projets qui sont incarnés par les différents candidats de gauche aujourd'hui. Vous disiez la même chose pour la droite. Et oui, mais je le redis aujourd'hui. Vous parliez de l'écologie à l'instant, Benjamin Lucas, c'est intéressant, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui envisager une seule alliance avec Arnaud Montebourg quand on voit les différences de vues qu'il y a respectables entre vous et lui sur la question du nucléaire, par exemple, ou avec Fabien Roussel, par exemple. C'est pour ça que nous disons que pour convaincre, c'est la question du projet. Et nous croyons qu'il faut une ambition. Donc, vous actez un désaccord sur ce sujet-là, par exemple. Bien sûr, mais qui est quand même le sujet qui est quand même au cœur de ça. C'est pour ça que nous disons, nous, que la question du projet est centrale, parce que si on veut convaincre, parce qu'aujourd'hui le sujet c'est ça, oui, mais là c'est trop tard pour bâtir un projet. Si on veut convaincre les Françaises et des Français qu'il y a un autre chemin possible que le macronisme et l'extrême droite, qu'il y a un chemin, une alternative heureuse qui est possible, alors il faut un projet qui réponde à leurs urgences du quotidien, elles sont sociales, elles sont environnementales, et qui relève les grands défis de l'avenir, et notamment le défi écologique et environnemental. Donc évidemment que nous avons des désaccords, et c'est pour ça que c'est pas une affaire d'égo, c'est pour ça que c'est pas juste une affaire si simple tout ça. C'est pour ça qu'Yannick Jadot, au mois de mars dernier, je le redis, a proposé à tous les dirigeants de la gauche, à tous les partis de gauche, et nous y étions, et les candidats ici présents, pour beaucoup y étaient, à proposer de parler du projet et du fond, parce que c'est ça. Et là, pour les Français, c'est logique. Élection présidentielle. Écoutez, je vous ai proposé il y a quelques mois. Si vous permettez, une élection présidentielle, c'est pas un congrès de partis politiques, ça n'intéresse pas les Français. Une élection présidentielle, c'est un moment où on choisit collectivement l'avenir qu'on fixe pour la République. C'est ça, nous, notre sujet, c'est ça le sujet des écologistes. William Tay, est-ce que finalement, Madame Hidalgo, quand elle dit bon, à la limite, faisons la fameuse primaire populaire, je suis prête à y aller. Quand elle fait ça, elle est complètement hors sol, ou est-ce que finalement elle n'est pas la plus raisonnable de tous? Non, mais en fait, la difficulté chez la gauche, et personne ne le dit, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune chance de gagner. La différence avec la droite, c'est qu'effectivement, il y a des nuances de droite, mais au second tour de la primaire de la droite, c'était Valérie Pécresse contre Éric Ciotti. Les deux se réclamaient de François Fillon d'une certaine manière. Donc c'était des nuances avec des différents degrés. Mais le fait que Valérie Pécresse, dans les derniers sondages, ait une chance de gagner et rassembler tout le monde derrière elle, parce que chacun peut se dire qu'il aura une perspective de gain à titre personnel dans la victoire collective. À gauche, comme il n'y a aucune possibilité de victoire au second tour, que ce soit Mélenchon au second tour face à Macron. C'est pas vrai, parce que si on a dit
additionne, on arrive à 22, 23 mais quand même. le problème, c'est pas le bloc du premier tour, c'est le bloc du second tour. Et dans les sondages de second tour qui sont testés face à Emmanuel Macron, que ce soit Jadot, Hidalgo, Mélenchon, n'importe qui d'autre, ils n'auront même pas à 40% contre Emmanuel Macron et encore moins contre Valérie Pécresse. Si par cas il y avait une possibilité de victoire à gauche, c'était le cas à la primaire socialiste en 2011. Ouais. Tout le monde s'était mis derrière François Hollande et même Benoît Hamon et Montebourg, qui n'avaient pas la même ligne que François Hollande, s'étaient mis derrière lui. Donc là, ce qui se joue véritablement à gauche, c'est qu'en fait, il prépare l'après 2017, enfin l'après 2022. Ils préparent déjà 2027 dans la mesure où en fait, leur objectif, c'est de finir la première liste. Premier candidat qui en force des têtes des forces politiques à gauche pour reconstruire la gauche sur la base de cette candidature. Et c'est pour ça que chacun essaye d'éliminer tous les autres pour terminer en tête, que ce soit Jean-Luc Mélenchon. De toute façon, on est d'accord pour dire que pour bâtir un projet, on est le 10 décembre, franchement. Oui, non, mais je vais vous dire, mais ce projet, il existe. Le projet autour duquel on peut se retrouver, encore une fois, c'est le projet de l'écologie politique. Oui, parce que vous le trouvez très bon, c'est votre parti, évidemment. Non, parce que je le disais, parce qu'il continue les combats historiques de la gauche et parce qu'il est une réponse à ce qu'il faut pour l'avenir. Mais je vais vous dire, moi, je crois que les écologistes et la gauche peuvent l'emporter parce que l'analyse que nous faisons de la période que nous vivons. On a vécu et on vit toujours dans une crise sanitaire et une crise sociale énorme qui a montré quoi ? Qui a montré que ce que disent finalement les écologistes et la gauche sur le fait de privilégier les liens à l'accumulation des biens, sur le fait de défendre les services publics, sur le fait de mettre en valeur les solidarités, de mieux traiter les agents du service public, etc. Tout ça a été validé finalement par ce que nous vivons depuis mars 2020. Quand vous avez aujourd'hui une pleine conscience dans la société du péril climatique qui nous menace, les gens voient bien que la réponse des écologistes, elle est une réponse pragmatique, une réponse qui nous permet de limiter à la fois les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Donc voilà, sur un certain nombre de sujets, ce qui me fait dire que ce que nous proposons, ce que nous disons avec Yannick Jadot et les écologistes, entre en résonance avec ce que sont les aspirations de la société. Maintenant, il y a une campagne électorale. Il y a une campagne électorale qui commence. On est en décembre. Aucune élection présidentielle ne s'est jamais jouée en décembre. Et moi, je vous le dis, je prends les paris sur votre plateau. Quand les Françaises et les Français vont entendre ce qu'a à dire Yannick Jadot, le rassemblement se fera dans la dynamique et la victoire se construira étape après étape. Vous lui dites de venir ici sur ce plateau, on l'accueille avec plaisir. Et vous revenez une fois que... voilà. D'accord, on fait ça ? Allez, on va s'arrêter là-dessus sur la politique parce que je voudrais qu'on fasse un point météo quand même, enfin météo intempérie plus exactement. C'est compliqué, notamment dans le sud-ouest. On va accueillir dans une seconde Ange qui va venir nous expliquer exactement ce qui va se passer dans les heures à venir. On va d'abord retrouver Marine Chaise. Vous êtes à Tarbes, Marine, la situation est compliquée ? Oui, eh bien la situation est compliquée, mais la décrue a débuté pour les deux cours d'eau de Tarbes il y a maintenant 1 heure. La pluie est toutefois annoncée dans les prochaines heures. Toutefois, comme vous le voyez derrière moi, les cours d'eau, les routes sont encore bien prises par l'eau. Elles sont fermées. Certaines voitures restent bloquées au milieu des cours d'eau. Les agents de l'État interviennent comme ils peuvent, mais les sols ici sont saturés, donc l'eau est difficile à évacuer. Les dégâts sont plutôt modérés. Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises, mais surtout pour des caves, pour des garages. Et certains établissements ont été évacués dans la journée, comme des lycées, des crèches ou des établissements des entreprises. Ensuite, du côté de l'Adour, qui est le fleuve de l'autre côté de la ville, son volume a plus que triplé aujourd'hui puisqu'il a atteint les 2 mètres de haut. La dernière crue de cette envergure date de 2019. Merci beaucoup Marine Chaise avec Jean-Marc Lucas pour les images. C'est vrai qu'on a eu le préfet tout à l'heure qui disait heureusement nous n'avons pas de victimes. Ange Noiret nous a rejoint sur ce plateau. Effectivement, on craint cela. Vous allez nous faire un point tout à l'heure sur comment la situation peut évoluer. Ange, évidemment, c'est important pour tous les gens qui nous regardent. On va d'abord aller voir Maureen Bajac. Vous êtes Maureen du côté de Bayonne. Les pieds dans l'eau, vous aussi, hein, et il y a du courant derrière vous, on le voit. Hein. Et oui, beaucoup de courant, Bénédicte. Nous sommes là au pied de la Nive en crue et l'eau ne cesse de monter ici à Bayonne. Vous voyez ces torrents derrière moi. Les habitants sont d'ailleurs privilégiés de retourner chez eux, de rentrer se calfeutrer dans les étages et de ne surtout pas utiliser leur véhicule. Il faut dire que cela fait plusieurs jours ici que les pluies s'accumulent. L'eau s'engouffre actuellement dans le centre historique de Bayonne où je me trouve et les pompiers sont à pied d'œuvre. Ils savent que les prochaines heures vont être particulièrement difficiles puisque ces pluies et ces vents violents vont continuer tout au long de la nuit. Prudence donc ici à Bayonne et dans toutes les Pyrénées-Atlantiques. Oui, faites attention, bien entendu. Ange, cette vigilance rouge, elle est arrivée vers 14h, c'est ça à peu près. Ça va durer parce qu'on voit que ça monte là encore à laver les pieds dans l'eau. Ça va durer. En fait, la période vraiment dangereuse à risque, elle va arriver. Ça va être entre 18 et 22 heures à peu près, en particulier aux alentours de Bayonne. Alors, 2 départements en alerte rouge, en vigilance rouge, les Pyrénées-Atlantiques et puis les Landes. Pourquoi ? Un cours d'eau, un tronçon en particulier que l'on surveille, c'est un petit peu plus à l'est de Bayonne. C'est ce qu'on appelle les gaves réunies. Et ce cours d'eau, il est problématique puisque là, ça y est, il y a une crue majeure qui est amorcée là-bas. Et je vous l'ai dit, un petit peu à l'est de Bayonne. Donc ça veut dire que cette onde de crue,
elle va arriver progressivement. Regardez, c'est ce cours d'eau-là que l'on oui, surveille. d'accord. Alors, il est à cheval entre les deux départements. C'est pour ça qu'il y a les deux départements qui sont en vigilance rouge. C'est à cause de ce cours d'eau. Et Bayonne, c'est tout juste à gauche de ce cours d'eau. Et donc là, l'onde de crue, elle est la plus élevée là où c'est rouge. Sauf que ça va se déplacer, ça va gagner Bayonne au cours de cette fin d'après-midi, début de soirée. Et en plus, ça c'est vraiment le fait aggravant, ce sont les marées. Là, pour l'instant, la marée, elle était basse, elle est en train tout doucement de remonter aux alentours de Bayonne et elle va être à son maximum aux alentours de 20-22 heures. Donc il va y avoir l'onde de crue, plus la marée de l'autre côté qui va empêcher le cours d'eau de se déverser tranquillement dans l'océan. Et du coup, sur Bayonne, comme là, pour l'instant, on est tout juste à fleur des quais, il y a même déjà quelques petites inondations qui sont observées, on attend une aggravation. Et il pleut aussi à Bayonne, il va continuer à pleuvoir pendant ce temps-là ? Il va continuer à pleuvoir. Alors, pour les pluies qui tombent, les précipitations, à Bayonne, pour l'instant, c'est plutôt faible. Là où c'est un petit peu plus grave, c'est sur Tarbes. Faire attention. On l'a vu tout à l'heure en image. À Tarbes, par contre, c'est-à-dire au plus proche des Pyrénées, là, les pluies, elles s'intensifient par rapport à cet après-midi. Et cette nuit, ce soir, on attend toujours des précipitations modérées à temporairement fortes. Et puis il y a la fonte des neiges, vous parliez de Tarbes justement et du pied des Pyrénées. Alors d'ailleurs, on l'a vu sur la carte parce qu'on a aussi des départements qui sont en vigilance, cette fois-ci orange. Aux avalanches, il faut faire attention ce week-end. Hein. Voilà, alors il faut faire attention à beaucoup de paramètres en effet. Les avalanches, là, c'est risque 4 à 5 sur 5 en ce moment même. Il y en a eu ce matin des avalanches qui ont bouché certains axes, qui ont fait quelques dégâts sur des installations de montagne et elles vont se poursuivre. En tout cas, le risque se maintient encore pour la nuit prochaine jusqu'à au moins demain matin sur les Pyrénées, mais pas que. Également sur le nord des reliefs alpins, il y a 3 départements qui sont en vigilance orange pour ce risque d'avalanche, 4 à 5 sur 5, donc maximal sur certains endroits. Grande prudence dans tous vos déplacements, pour les pluies, pour la neige, pour les avalanches, pour les crues dans le sud-ouest et le nord des Alpes. Allez, et puis il fera un peu moins moche ce week-end. On va avoir le soleil va arriver, même s'il fait froid. On en profitera un peu plus. La semaine prochaine, je vous le garantis, du beau temps et pas de paramètres vraiment importants, dangereux à surveiller. Oh, bah, voilà, ça c'est mon petit cadeau. Vous donc en fait c'est ça, si vous êtes responsable, c'est-à-dire que là c'est de votre faute. Non mais vous reviendrez, on fera un journal des bonnes nouvelles ensemble quand il fera très beau. Merci Ange, merci à tous, merci Ambroise d'avoir été avec nous. On se retrouve dans une seconde avec l'ami Catherine et on va retrouver également l'ami Christophe Moulin pour Anti-Complot. Thomas Huchon nous a préparé une émission aux petits oignons avec un invité, c'est extrêmement intéressant, notamment pour savoir comment travaillent les hackers et comment ils peuvent permettre de lutter contre la désinformation. Il est allé voir comment ça se passait du côté de la sphère zémouriste, si j'ose dire. À tout de suite.